Alors bonjour, je vous invite aujourd'hui à un autre Demain Lab où on a notre invité Jean Ouimet qui va nous partager vraiment toute sa réflexion sur l'engagement de la métamorphose que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Mais je vais le laisser parler pour qu'il nous donne ses points saillants par rapport à sa réflexion. Alors, je veux vraiment vous inviter à réfléchir sur comment on peut avoir un demain meilleur que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, voilà pourquoi je fais ces petites capsules. Alors, bonjour Jean, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, très Ça va bien. bien? Oui. Mhm. Alors, Jean, je vais t'inviter à nous dire un peu, qui es-tu? Bien. Ben, c'est sûr que moi, je suis une personne est engagée par rapport à la planète suite à ma lecture en 1973 du rapport Halte à la croissance du Club de Rome. Hmm. Ça m'a interpellé et par la suite, j'ai décidé de consacrer ma vie à essayer de comprendre pourquoi on s'en allait dans un mur qui était prévu 2020-2030. Ça serait le point de commencer la descente vers une dégradation de qualité de notre civilisation. Alors ça m'a interpellé à ce moment-là. J'avais que 19 ans. Et j'ai choisi de m'engager dans cette direction-là, de comprendre pourquoi on s'en allait dans ce mur-là ou dans ce précipice-là, dépendamment comment on le formule. Et ce qui m'a amené à être chef du Parti vert du Québec de 1989 à 1993, où là, j'ai présenté une vision d'ensemble de comment aborder le changement de notre civilisation, de notre société, de façon en profondeur. Parce OK. que des changements en surface, on en connaît, mais en profondeur, c'est ça qui m'intéressait. Alors, c'est pour ça que je me suis impliqué comme chef du Parti vert avec une vision d'ensemble. Et ta réflexion, elle est tellement intéressante. On n'aura pas le temps de tout couvrir, tout ça. C'est juste que tu vas nous donner justement les points saillants de ta réflexion que je trouve extraordinaire parce que dans ma question, comment peut-on rêver demain? Je trouve que justement, inclure la notion environnementale, inclure la notion de où on s'en va, revoir complètement comment on fonctionne en ce moment est vraiment intéressant. Alors, je te la pose, ma question, comment peut-on rêver demain? Bien, d'abord, il faut le rêver en considérant les contraintes. Parce que c'est sûr que moi, je suis un gars qui fait de l'alpinisme. Alors, j'ai des projets, j'ai des rêves de projets de grimper des fois des montagnes, faire des parcours en montagne. Et pour réaliser ça, il faut d'abord connaître les contraintes qu'on doit rencontrer. Alors, c'est sûr que lorsqu'on regarde l'évolution de notre société et de l'humanité, il faut voir qu'il y a tout un ensemble de contraintes à considérer. Et c'était ça l'idée de développement durable lorsqu'on a lancé le concept en 1987 dans le fameux rapport Brundtland. On disait le développement durable, c'est considérer les contraintes écologiques, sociale et économique dans D'accord. nos décisions. OK, il y Alors, avait pas les juste 3. considérer les trois en même temps. OK, Parce que si oui. on réduit à l'aspect économique, on va toujours réduire à combien ça coûte, et c'est juste l'aspect économique sans considérer les contraintes écologiques et les contraintes sociales. Alors donc, la considération de l'ensemble de ces trois types de contraintes-là nous permet d'assurer un développement durable. Alors, je me suis posé la question maintenant, une fois qu'on comprend ça, comment on peut amener les gens dans leurs décisions, comme citoyens, comme entrepreneurs, comme représentants de l'État, à considérer constamment ces contraintes-là écologiques, économiques et sociales. Alors, on peut le faire avec des lois, des règlements, c'est ce que le gouvernement fait, mais on est toujours en mode réactif quand on est là-dedans. Il faut que les gens imaginent le projet, pour ça, ils regardent comment ça va avec la loi du gouvernement, puis c'est-tu compatible ou non. Et je me dis, il faut y aller dans un mode plutôt anticipatif. Quand on conçoit nos projets, il faut déjà qu'on intègre les contraintes sociales et écologiques. Et je me suis demandé comment arriver à ça. Et c'est là qu'il y a un biologiste, Robert Rosen, en 1984, qui a publié un livre sur les systèmes anticipatifs et qui s'inspirait des systèmes vivants dont nous sommes pour voir comment est-ce qu'on anticipe et comment on construit ces éléments-là. Et c'est là que j'ai vu que pour l'être humain, ça se construisait à travers notre vision du monde, notre compréhension du monde. Mais dans une société, ça se construit autour du contrat social d'une certaine façon. Le contrat social détermine les contraintes avec lesquelles on doit composer collectivement. Alors, Hmm. on peut dire qu'au Québec, avec la Révolution tranquille dans les années 70-80, on a fait une mise à jour un peu de notre contrat social lorsqu'on a inséré une charte des droits et libertés de la personne. Alors, cette charte des droits et libertés de la personne a comme amené tout un mouvement dans notre société. Le législateur a dû rendre ses lois compatibles avec la charte des droits et libertés de la personne. Les citoyens, les entreprises ont dû également composer avec ça. Et ça s'est fait assez rapidement. Pendant une dizaine d'années, il y a eu la transition, mais on a adopté ça et la transition s'est amorcée. Alors, je me dis, ça serait peut-être intéressant de rajouter à notre charte des droits et libertés un partage des responsabilités entre les personnes, les entreprises et l'État
qui pourrait être l'élément qui pourrait amener cette métamorphose-là de notre société. C'est-à-dire que chacun aurait une compréhension de c'est quoi sa responsabilité dans cette métamorphose? Exactement. Alors, on pourrait dire, j'ai un droit de propriété, mais c'est vrai, j'ai une responsabilité comme propriétaire. J'ai le Ah, droit de consommer, mais j'ai une responsabilité comme consommateur. J'ai OK. le droit de produire, mais j'ai une responsabilité comme producteur. Et qu'on conjugue les responsabilités en disant, ces responsabilités-là vont être de différentes natures. Alors, il va y avoir des responsabilités écologiques, des responsabilités sociales, des responsabilités économiques. On pourrait Mhm. parler de responsabilité informationnelle pour que l'information circule, pour qu'on soit au courant de ce qui se passe, et de responsabilité politique pour participer aux décisions qui nous intéressent, au lieu de toujours s'en mettre à quelqu'un d'autre qui décide à notre place. De déléguer notre responsabilité, on pourrait l'assumer, mais où les entreprises assumeraient leur responsabilité aussi. Parce qu'actuellement, quand on vient de prendre des décisions collectives, quand les personnes ont des droits et des libertés reconnus par la Charte, mais les entreprises se réclament par la porte d'en arrière de personnes morales ayant droit à des droits et libertés comme personnes morales aussi, en s'inspirant un peu de la Charte. Alors, on devrait clarifier ça, de dire les droits et libertés de la personne, c'est une chose, les droits et les responsabilités des entreprises, comme les droits et les responsabilités des citoyens de l'État, dans le cadre d'un partage des responsabilités, c'est quelque chose de différent. Où là, on reconnaît que les entreprises sont des acteurs à pleine part dans les choix collectifs et devraient participer, pas juste à terme de lobbyisme, mais participer dans un processus décisionnel, comme un peu du genre à l'Assemblée législative où on réunit les représentants de la population, mais d'avoir une forme de représentant des entreprises. Ça fait partie des intervenants dans notre société et ils ont des responsabilités qu'on voudrait qu'ils assument, puis des droits. Alors, ils devraient faire partie de notre prise de décision collective dans notre processus. Alors, cet engagement-là dans un partage des responsabilités nous permettrait de mettre l'accent sur ce qui nous relie entre nous, parce que quand on exerce juste nos droits et nos libertés, c'est souvent sur une base individuelle, alors que quand on exerce nos responsabilités, c'est un lien qu'on a avec l'autre, qu'on a avec la nature, qu'on a avec les générations futures. On se sent responsable et ça permettrait de recréer une dynamique dans notre société qui nous sortirait de l'individualisme dans lequel on s'est lancé. Malheureusement, un peu avec le renforcement des droits et libertés de la personne, l'économie de marchand en a profité pour encourager l'individualisme et on a perdu ce lien-là collectif, on l'a senti, et on pourrait le renforcer avec un partage des responsabilités et qui serait une façon de faire cette métamorphose-là et qui pourrait être un engagement de responsabilité à respecter les limites de la planète et de l'être humain. Puis comment tu pourrais voir, comment on pourrait faire pour, on va dire, les premiers pas pour pouvoir justement, est-ce que c'est des rencontres entre justement les plusieurs acteurs? Est-ce que c'est des discussions sur c'est quoi l'engagement, la co-responsabilité? Comment tu verrais ça, les premières étapes? Bien, c'est sûr que pour moi, ça commencerait d'abord par une délibération citoyenne. OK. Inviter des citoyens qui sont conscients de la gravité de la situation à discuter ensemble Oh, de l'engagement à respecter les limites de la planète, comment c'est un élément important. Cet engagement-là, quand on en parle, les gens, des fois, peuvent se demander à quoi ça correspond, mais on pourrait dire, d'abord, si on veut respecter les limites de la planète, pour nous, les pays occidentaux, qui avons une empreinte écologique de 5 à 6 fois au-dessus des limites de la planète, ça serait de viser une empreinte écologique de 1. OK. Alors, c'est sûr que respecter les limites de la planète, se donner comme objectif, au lieu d'être millionnaire, ça serait de viser à avoir une empreinte écologique de 1. Alors ça, ce serait un objectif différent. Pour les entreprises qui, malheureusement, dans le système de production, n'ont pas su intégrer des contraintes écologiques qui nous polluent avec les perturbateurs endocriniens, des produits toxiques pour notre santé, ils devraient viser des entreprises pollution zéro. Ce qui OK. sort d'une entreprise au niveau de l'air, de l'eau, ils devraient pouvoir le boire et le respirer. Si vous n'êtes pas capable d'arriver à une pollution zéro qui nous dégrade la santé des êtres humains et de tous les écosystèmes, ça ne marche pas. On n'est pas en affaires, là. Alors, on devrait Mhm. avoir un objectif pollution zéro pour les entreprises, pour les citoyens aussi. On devrait viser à réduire notre consommation puis viser une pollution zéro. Et aussi au niveau de la pauvreté, avoir une pauvreté zéro là aussi. Sortir les gens des problèmes de chômage, des problèmes de maltraitance, des problèmes de mal logement, à faire en sorte d'améliorer notre qualité de vie avec des objectifs comme ça. Alors, empreinte écologique de 1, pollution zéro, pauvreté zéro. On pourrait dire ça des objectifs de respecter les limites de la planète. Alors ça serait, une fois qu'on voit ça comme objectif, se demander comment on va s'entendre sur le partage des responsabilités. Alors, c'est à ce sujet-là qu'on invite les gens à délibérer. Voir comment est-ce qu'ils voient ça, le partage des responsabilités entre les entreprises, les citoyens et l'État pour atteindre de tels objectifs de respecter les limites de la planète et de l'être humain.
Puis est-ce que tu vois ça comme, par exemple, à l'ampleur du Québec, à l'ampleur du Canada, où on va dire chaque ville peut faire ses rencontres citoyennes qui peuvent, cette délibération sur les responsabilités. Comment tu sais, comment, on va dire, tu le vois à l'échelle, est-ce que tu le vois à l'échelle municipale, provinciale, tu sais, Ben, c'est-à-dire nationale? que si on veut que ça joue son rôle, comme la Oui. Charte québécoise et canadienne a joué un rôle dans les décisions qui ont suivi leur adoption de la Charte des droits et libertés de la personne, il faut que ça soit un niveau où il y a une base législative. Là. Alors, il faut que ça Mm. soit ou bien au niveau du Canada ou bien au niveau du Québec, que ça soit inséré. Au niveau du Canada, c'est carrément mis dans la Constitution. Au niveau du Québec, c'est au niveau d'une loi particulière auquel se réfèrent toutes les autres lois. Alors, il faut que ça soit dans un positionnement qui fasse en sorte que le législateur soit guidé par ça et que ça ne soit pas remis en question par peu importe le gouvernement au pouvoir. Parce que l'alternance des gouvernements fait en sorte que souvent, on défait ce qui a été fait par le gouvernement précédent. Et si on veut appliquer des mesures sur du long terme, il faut qu'il y ait une consistance sur du long terme, comme le permet la Charte des droits et libertés de la personne. C'est quelque chose qui a guidé les gouvernements successifs depuis leur adoption. Alors, on pourrait faire la même chose avec un engagement à respecter les limites de la planète en l'articulant autour d'un partage des responsabilités qu'on insère à côté de notre Charte des droits et libertés de la personne. Ça pourrait guider le législateur, le gouvernement, l'entreprise, le citoyen dans leurs décisions. Et là, on travaillerait tous ensemble à la réalisation d'un tel objectif qui nous permettrait d'améliorer notre qualité de vie en vivant à l'intérieur des limites de la planète. Wow! Écoute, c'est quand même un gros projet, là, on s'entend, là. C'est ça le défi de l'humanité actuellement, parce que si C'est on ça, regarde tout ce qui oui. se passe, les changements climatiques, on regarde la température, on s'en va dans la prochaine canicule, une autre canicule d'une semaine à peu près, et c'est pas fini. Il y a des endroits, c'est bien pire que ça. Eux autres, c'est 40 degrés qui passent facilement. Il y a des endroits où on commence à voir pointe des 50 degrés, où ça devient carrément invivable pour les êtres humains. Alors, la gravité de la situation est telle qu'il faut envisager des changements importants. C'est ce que je présentais il y a 30 ans quand j'étais chef du Parti vert. Il faut que ça soit un changement dans notre système politique, dans notre processus décisionnel. Il faut qu'il soit guidé par une mise à jour de notre contrat social de cette nature-là. Et il faut aussi que notre système politique favorise une participation éclairée des citoyens. Alors, c'est pour ça que moi, je parle beaucoup de démocratie cognitive comme étant un élément important pour mettre à jour, là aussi, notre démocratie. Alors, notre démocratie représentative, avec des représentants à l'Assemblée nationale qui décident pas toujours selon les intérêts de la population, selon souvent les intérêts particuliers des lobbyistes qui leur parlent dans les oreilles quand ils ne sont pas toujours à l'Assemblée. Alors là, on se rend compte que si on veut replacer l'intérêt général dans nos décisions, il faut sortir de cette démocratie représentative contrôlée par les lobbyistes pour ajouter une démocratie participative où les citoyens participent à des référendums, mais participent aussi à des évaluations collectives d'acceptabilité de projets. On pourrait mettre à jour le BAP en faisant une proposition participative des citoyens où on évalue l'acceptabilité écologique, sociale et économique de projets avec cette participation-là citoyenne. Alors, on participe dans différentes prises de décisions collectives et pour participer à ces décisions-là, bien, ça prend un volet de démocratie cognitive ou l'éducation citoyenne avec des délibérations, avec l'intelligence collective. On permet de développer cette compréhension-là commune qui nous permet de pouvoir prendre des décisions intelligentes ensemble puis qui font un sens qui dure dans le temps aussi. Alors donc, cette démocratie, lorsqu'on rajoute ces éléments-là de participation citoyenne puis d'éducation citoyenne, on a une démocratie qui est vigorifiée par rapport à la tétanisation qu'on observe de notre démocratie, où c'est les partis politiques qui sont encrassés dans cette représentation-là. Chaque parti politique, leur objectif, c'est de prendre le pouvoir pour le parti. Ce Oui. n'est pas l'intérêt général, c'est toujours l'intérêt particulier du parti qui encore prédomine malheureusement. Alors, il faut replacer ça avec l'intérêt général au cœur de la démarche et un engagement comme ça, qui est une démarche de souveraineté populaire, permettrait de replacer l'intérêt général au cœur de nos décisions collectives. J'ai une question pour toi, puis je me permets peut-être un peu de te challenger. C'est que l'éducation au niveau de ce qui se passe sur la planète, tout ça, il me semble qu'on l'a. Est-ce que je me trompe? Qu'est-ce qui, En qu'est-ce partie. qui, en partie. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Parce qu'il me semble que, il y a plein de choses qu'on a accès. C'est juste que moi, il me semble qu'il n'y a pas l'action. Les gens se mettent pas, ou alors il n'y a pas l'engagement, ou il y a quelque chose qui manque de se mettre en action. Qu'est-ce qui manque selon toi, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre en action ce genre de participation que tu OK. proposes? Alors, je pense d'abord, c'est de voir que ce qu'on a beaucoup actuellement, c'est de l'information. Oui, OK, Mais ce qui nous manque, c'est de la compréhension. d'accord.
ce que j'appelle, moi, des cartes cognitives collectives. OK. On a besoin d'avoir des compréhensions communes. On le voit juste dans les interventions par rapport à la COVID-19. Il y en a qui comprennent d'une façon qu'il faut porter des masques, d'autres qui comprennent d'une autre façon qu'il ne faut pas porter de masque. On peut-tu s'entendre sur on en porte-tu ou on n'en porte pas? C'est parce que c'est comme si quelque chose et son contraire étaient vrais en même temps. Alors, ça n'a comme pas de sens, là. Alors, il faut se donner une base de compréhension commune et ça va au-delà de simplement les faits, parce qu'avec les fake news, on est mêlé là-dedans. Alors que quand il y a une compréhension, la compréhension permet de donner un sens aux données et de distinguer les fake news des vraies données. Alors, à ce moment-là, c'est ça l'idée d'une démocratie cognitive, c'est que là, Oui, on met l'accent sur les compréhensions, sur ce que j'appelle des cartes cognitives collectives, un peu comme des cartes météorologiques. Alors, les cartes d'accord. météorologiques qu'on a maintenant, c'en est une genre de carte cognitive qui nous présente l'évolution de la situation météorologique. Alors, c'est sûr qu'il y a du monde qui regarde, laisse tomber une feuille d'un arbre et essaie de prévoir la météo, mais il y en a d'autres qui utilisent des satellites, qui utilisent des ordinateurs, puis ils font des cartes cognitives de la météo qui nous permettent d'avoir certaines anticipations des possibles. Alors, Puis c'est intéressant comment d'avoir on cette pourrait faire ça? Comment on pourrait faire ces cartes-là alors? Comment? avec des délibérations citoyennes, mettons, on Ah, pourrait, d'accord, OK. avec les délibérations, sur une problématique, le choix, mettons, du passage d'un pipeline à quelque part. Il y a un tuyau qu'on veut passer, puis on n'est pas plus ou moins d'accord. Alors, on pourrait, lors des délibérations citoyennes, inviter les citoyens à nous demander quelles sont les caractéristiques, les points qui les touchent, les aspects qui les interpellent de ce projet-là. C'est-tu la qualité de l'air? C'est-tu le bruit? C'est-tu la pollution des sols? Alors, dépendamment des problématiques, et une fois que ces éléments-là sont retenus, on peut inviter des experts qui sont des gens qui sont capables de faire de la modélisation des systèmes Hmm. écologiques, économiques et sociaux. Et compte tenu des préoccupations des citoyens, on pourrait prendre ça comme des indicateurs clés à suivre de près et prévoir avec les connaissances qu'eux ont, de construire une compréhension face au projet particulier qui est présenté devant les citoyens pour que tout le monde puisse se faire une tête à partir des connaissances qui sont reconnues et des données qui sont ramassées à partir desquelles on est capable de dire voici la compréhension qu'on a de la situation et suite aux préoccupations que vous avez, on a des indicateurs qui permettent de voir la qualité de l'air, la qualité de l'eau, comment ça évolue selon différents scénarios et de nous voir que s'il arrive tel problème, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence et qu'on puisse explorer les différents scénarios. Et après ça, on invite les citoyens à venir voter lors du référendum pour dire est-ce que ce projet-là va contribuer à l'enrichissement de la communauté ou à son appauvrissement. Et cette décision-là va être donc prise par la population dans une édition démocratique, la décision que chaque personne va faire suite aux délibérations, à la compréhension qu'ils ont de la situation, de voir est-ce que ce projet-là est un plus ou un moins pour la communauté, et on décide par référendum. J'aime mieux ce genre de décision-là que de remettre ça entre les mains de technocrates qui, sous l'influence des lobbyistes, vont décider que ça penche dans un bord ou de l'autre parce que c'est politiquement ou économiquement plus intéressant, mais la communauté s'en sort trop souvent appauvrie. Et j'ai encore une autre question aussi pour toi, comment on peut essayer de toucher les gens pour leur dire, il y a un engagement. Bon, il y a beaucoup de gens qui mentionnent en ce moment que l'enjeu, c'est justement l'engagement des Oui. gens. Comment on peut travailler, selon toi, cette envie ou ce besoin d'engagement des gens? Ben, c'est un peu ça. La démarche que je propose, que je proposais quand j'étais chef du Parti vert du Québec aussi, c'était ça. C'est-à-dire que si on veut inviter des gens à parler d'un partage des Mhm. responsabilités, alors on invite des gens qui sont conscients. Parce que D'accord. pour parler de être responsable présuppose d'être conscient. Ben Alors, oui. si on invite à parler de responsabilité, ça va être avec des gens conscients. Alors, les gens qui sont conscients de la gravité de la situation. Les gens qui n'ont pas encore compris la gravité de la situation, avec tout ce qu'ils ont reçu, on ne pourra pas en faire plus. Alors, ce n'est pas ces gens-là qu'on invite dans un premier temps. On invite d'abord les gens conscients de la gravité de la situation à s'asseoir ensemble et à parler de l'engagement qu'on est prêt à prendre autour de ce partage des responsabilités-là, puis qu'on peut articuler de façon à le rendre opérationnel et présentable dans un référendum à l'ensemble de la population. Ce qu'il y a de Hmm. bien, c'est que les gens conscients, il y en a dans toutes les couches de la population, de tous les âges, dans toutes les professions. Alors, si ces gens-là participent à l'élaboration de cet engagement-là pour respecter les limites de la planète, il y a des bonnes chances que lorsqu'on le présentera à l'ensemble de la population, il puisse avoir une bonne résonance dans tous ces groupes-là dont ils sont originaires, ces personnes conscientes-là. Et ils sont souvent vus comme des phares dans leur groupe aussi. C'est des agents de changement un peu, là, on va dire, Exactement, là. tout à fait. Exact. Wow! Est-ce que, puis, je vais aller avec une dernière question. Est-ce qu'il y aurait un projet tout petit qu'on pourrait commencer pour tester, on va dire, ta façon de faire? Est-ce Cette que tu démarche-là, as déjà une idée ou aimerais qu'on t'en donne? c'est-à-dire qu'on pourrait l'appliquer sur des projets spécifiques comme l'évaluation d'acceptabilité de projet.
Alors, Est-ce c'est que quelque les chose qui pistes pourrait être cyclables à fait. Montréal, ça pourrait être ça? Oui, exactement. La Ville de Montréal pourrait faire une démarche de cette nature-là. OK. Ils ont déjà prévu, il y a un bureau d'audience publique à Montréal qui pourrait tenir ce genre de délibération citoyenne avec les citoyens et qui permettrait de construire ensemble l'engagement qu'on veut prendre sur certains projets particuliers. Et à l'éclairage de cette démarche-là, où l'éducation populaire, je pense qui est très important au projet Montréal, puis ça a Mhm. joué un rôle important. Alors, c'est une démarche qui pourrait très bien s'inscrire pour rendre les décisions difficiles mieux comprises par la population et mieux acceptées, puis on travaille plus ensemble pour le réaliser une fois qu'on l'a compris, que quand on est toujours dans des rapports de force de confrontation. Il faut y aller plus vers des directions collégiales où on apprend à travailler ensemble. La complexité dans laquelle on est nécessite de considérer plusieurs points de vue en même temps. C'est ça le défi du développement durable, considérer les contraintes écologiques, économiques et sociales. Alors, il faut tranquillement en venir à penser ces différents éléments-là. Et lorsqu'on parle de partage de responsabilités, bien, voir qu'on va parler de responsabilité écologique, économique, sociale, informationnelle, politique. Et là, on touche aux différentes dimensions de la complexité de nos sociétés. Et là, l'engagement, il s'enracine encore mieux dans cette réalité-là parce qu'il compose avec les différents axes. Alors, Wow. pour moi, c'est ça qui est important, là. Alors, ça peut s'appliquer localement, mais moi, personnellement, je me dis, ça serait le temps qu'on réfléchisse sur un changement global. Parce que localement, on peut refuser ou accepter un projet, mais il faut que globalement, on prenne une direction différente. Et ça va juste se faire à l'occasion d'un engagement collectif, d'une mise à jour du contrat social qui nécessite une discussion d'ensemble et non une discussion sur un projet spécifique. Parfait. Et donc là, puis là, encore une fois, je te dirais, tu sais, c'est tellement fun ce que tu es en train de mentionner. Comment on peut essayer de faire que là, parce que j'y crois au momentum de changement en ce moment, comment on peut faire pour justement booster cette idée qu'il y a une part de responsabilité collective aussi massif? Bien, c'est là ce que j'essaie de rencontrer, c'est pour ça que je trouve ça intéressant l'entrevue d'aujourd'hui, des gens dans le milieu des affaires, des entrepreneurs responsables, des Ouais. citoyens responsables, des institutions. Je pense à l'Institut du Nouveau Monde, aux différents groupes d'organisations qui participent de façon responsable au développement de notre société. Alors, c'est de prendre contact avec ces groupes-là. Alors, je lance l'invitation à l'occasion de Ah, cette vidéo aussi de me contacter sur mon site internet jeanouimet.info. On peut rejoindre mon adresse courriel qui est jean@jeanouimet.info et on peut me laisser des informations si on est intéressé à participer, si on a des questions, mais c'est d'inviter des gens. Alors, je fais ma démarche aussi, mais je lance l'appel aux gens qui sont intéressés à une telle démarche. C'est audacieux, mais on n'a pas le choix d'être audacieux. Mais je peux vous dire que je suis une personne audacieuse, mais pas téméraire. Alors, je m'organise pour que ça marche, mais il faut prendre le temps d'avoir le bon timing. Et je pense que là, le timing est bon pour lancer quelque chose comme ça. Il y a 30 ans, j'étais trop en avant de mon temps. Les propositions faisaient son chemin, mais il y a 30 ans, quand je parlais de responsabilité, les gens entendaient culpabilité. Parce que l'Église catholique ah, avait beaucoup culpabilisé les gens. Et lorsqu'on disait c'est qui est responsable ici, ça voulait dire qui c'est qui était coupable. c'est Alors, ça. on avait de la difficulté à ce moment-là à s'engager dans être responsable. Et on a une tendance, les gens de droite, à parler de responsabilité pour refiler des factures. Alors, je me dis, c'est un partage des responsabilités dont il faut parler entre les entreprises, les citoyens et l'État. Et ce partage des responsabilités, à mon avis, va être au cœur de la métamorphose qu'on a besoin de vivre dans nos sociétés et dans notre civilisation. Puis je fais un petit résumé effectivement sur ce que tu dis. Ce que j'aime dans ta démarche, c'est justement que c'est tellement complexe qu'on ne peut pas prendre la décision tout seul ou certains groupes et que j'aime cette idée de justement de participation collective où tous les acteurs sont là, d'être sociales, économiques et citoyennes, qui fait vraiment que c'est extrêmement important qu'on est tous ensemble pour que chacun ait cette intelligence de situation pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions ou les bons engagements pour cette responsabilité qu'on a qui est peut-être qui est plus grand que nous finalement et Tout à fait. qu'on doit laisser aussi à nos générations futures. Mhm. Ben écoute, moi, je lance l'appel, Jean, effectivement. Donc, je lance l'appel par rapport à cette responsabilité. Si on veut participer à cette responsabilité qu'on a, cette responsabilité partagée pour un changement. Et j'aime encore une fois l'idée de l'engagement de la métamorphose. Donc, si on veut s'engager pour changer quelque chose, ben je pense que justement, je partage ton idée. C'est maintenant qu'il faut le faire. Oui. Alors, jeanouimet.info, venez me Jean, voir. ah oui, oh oui, 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 allez voir, c'est vraiment super intéressant. J'ai été voir. Jeanouimet.info, il y a plein de vidéos, plein de choses intéressantes, là. Parfait. Merci beaucoup, Jean. Puis on Merci. continue l'engagement. OK. Merci beaucoup. Bonne journée.